Donc, la dernière présentation de la séance, ça va être celle de Chang-Gyun Kim, qui est étudiant au doctorat LUCAT sous la direction de Miguel Montero Girona, Yves Bergeron et Patricia Raymond. Donc, je te laisse la parole. Hello, I'm a PhD student, Sang-Hyun Kim, under the supervision of Professor Girona, Professor Bergeron, and Dr. Raymond. Today, I'm going to talk about my previous research in Sweden. Yeah, Sweden is a global leader in building a low carbon economy. But surprisingly, this climate strike is being used by the Swedish forest industry as an excuse to increase their forest harvesting and production rate. So natural forests are being clear cut, obtain sustainable wood products and biofuel. Clear felling is the main harvesting practice used in boreal forest because of high timber productivity. But at the same time, clear felling alters biodiversity, ecosystem function, and services. So continuous cover forestry has been proposed as a potential alternative to clear cutting. In continuous cover forestry, 30 to 40% of the standing forest volume is harvested every 15 to 20 years. So it maintains a continuous tree cover. This harvesting practice is cost efficient in the long term and maintain ecosystem functions such as plant and invertebrate diversity. Well, we don't know about the soil fungi after harvesting. Fungi are important mediators of biogeochemical processes, especially mycorrhizal fungi. They are more important because boreal forests have poor soil nutrients and extreme cold conditions. So we need to assess how soil fungi respond to the forest management in this context. So to assess the impact of harvesting, we sampled homogeneous forests stands subject to either clear-cut, continuous cover, or control. Study sites are located in the mid-boreal zone of Sweden. These are the photo of the study sites. It looks pretty similar among sites. Left side is clear fell and right side is continuous cover. In these sites, we collect soils in 10 randomized square plots for treatment. So 120 soil samples in total. For soil chemical properties, I measure soil pH, organic matter, carbon, nitrogen, and carbon to nitrogen ratio based on standard protocols. For the soil fungal communities, we applied next generation sequencing. Let me briefly show you the sequencing part. This the ITS region is a DNA barcode for soil fungi, and we had the new primer combination GIAT7 and ITS4 developed by Professor Lindahl because these primers provide higher accuracy to detect longer amplicons. We applied also the latest sequencing platform called PacBioSeq. It costs more than Illumina MiSeq, but well detects, especially for fungal amplicon because of their longer sequencing reads. Scatter pipeline is to analyze and quality check for soil fungal sequences developed by SLU. Additionally, I assessed fruiting bodies to determine whether these broader findings from the sequencing data or can be also apparent with fruiting bodies. We again visit these randomized plots in the study site during October 2018 and harvest all mushroom within each frame. And then we identify the mushrooms according to the Swedish taxonomic literatures. Okay, now let me show you the sequencing results for soil fungi. Approximately, we identified 2157 species hypothesis. And the most biocommon species occupied 9% in total abundance. For the fruiting body, we collect 1,825 mushrooms and able to identify 120 species, and 43 species were mycorrhizal fungi.
And then three most common species are this mushroom. It was often present in unmanaged and continuous cover, and this one was often present in clear fell. From the mixed effects model, we found that soil pH and the carbon-nitrogen ratio, fruiting body abundance, and dry weight, fungal diversity indices, and species richness were strongly influenced by forest management practices. And the significant influence of forest management practice on soil pH, carbon to nitrogen ratio, and diversity index of fruiting body data set and species richness of soil fungi were driven by two pairwise differences. Here you can see clearly fruiting body and soil fungal communities have distinct clusters in the canonical analysis of principal coordinates. Fruiting body dry weight and abundance communities in continuous cover and unmanaged forests were more similar to each other, but clear felling tend to form a distinct group. But interestingly, in the soil fungi data set, all three treatments appear to be a little bit distinct from each other. Here in the simple analysis of soil fungi, we extract three fungal species by each fruiting body and soil fungi. They were important drivers of differences in community composition between continuous cover and clear fell. And these earth fan fungi, these Thelephora terrestris, were present in both data sets. From the distance-based linear model, we show that fruiting body and soil fungal community composition are sensitive to change in soil chemical properties. This is likely because fungi typically respond differentially to environmental factors according to their functional group and special trait. The explanatory value of soil chemical properties in fruiting body was much lower than soil fungal dataset because mushroom is a fraction of fungal communities. Among our analysis, we also had unexpected findings because forest management practice had opposite effects on fruiting body dataset and soil fungal fungi dataset. It may result from the quite recent logging disturbance because harvesting was conducted in our case just 4 years ago from sampling time. Clear cut can increase suitable habitat for the colonization of generalist fungi. So it retains some of the species from more mature forests. Consequently, we were able to say that mimicking natural disturbance can be useful for reducing impact of harvesting, and clear felling had definitely pronounced effects on soil ecosystems, and partial harvest of 30%, which is continuous cover, in our study, maintain soil fungal community composition similar to unmanaged forest, and soil fungal communities were sensitive to change in soil chemistry. And finally, continuous cover forestry is a promising option when it comes to maintain soil ecosystem. This study was published with Dr. Senior and Axelson and Professor Girona in Forest Ecology and Management. I wish to thank all the people that helped us during this study. Thank you. Thank you very much for the great presentation. I think it complements very well Marie-Ève's, the first one. So maintenant, je vais inviter le public, si vous avez des questions, à les poser. Donc, n'hésitez pas à les écrire dans le chat ou à lever la main pour signifier que vous avez des questions. Oui, vas-y, Ange-Marie. Bonjour Marie, bonjour à tous et puis félicitations encore pour votre présentation. Ma question s'adresse à Marie-Ève, je pense. Désolée de poser une question sur laquelle tu n'as pas présenté vraiment, mais à la fin de ta présentation, tu as parlé de la séquestration du carbone, donc ça m'a un peu intéressée. Je veux savoir comment est-ce que tu parles de séquestration du carbone dans le sol et comment est-ce que vous avez abordé cette question, s'il te plaît. Merci. Non, malheureusement, on n'a pas mesuré la séquestration de carbone dans le sol. Ce qu'on a mesuré, c'est le carbone, l'azote à différents horizons.
Mais ça n'a pas de lien là, nécessairement direct parce que ce n'est pas les flux. Ce qu'on a mesuré, c'est le ratio champignon-bactéries qui est corrélé avec. Donc, on a regardé quel ratio champignon-bactéries permettait d'avoir une meilleure séquestration de carbone, là, dans le fond. Fait que c'est indirectement, parce que c'est ça, nous, c'est le chapitre 4 de mon doctorat, là, donc c'était vraiment sur le microbiome, mais on ne l'a pas fait. Mais ce serait intéressant que quelqu'un le fasse. D'accord, merci beaucoup. Merci Ange-Marie pour la question. Puis Marie-Ève, si je peux me permettre juste de prolonger, là, j'ai beaucoup apprécié ta présentation. Puis je me demandais quel marqueur tu avais utilisé pour faire le séquençage de tes champignons. Est-ce que c'était un ITS? Puis est-ce que tu sais s'il y avait une bonne représentativité des champignons endomycorhiziens avec ce marqueur-là? Oui, ben c'était le ITS, là, les classiques, là, avec Génome Québec. Et puis, en fait, dans le séquençage, on avait 70 de nos séquences qui ont pu être assignées. Après ça, la résolution taxonomique pour les endomycorhiziens n'était vraiment pas assez bonne. Donc, j'ai quand même, pour les ectomycorhiziens, c'était quand même mieux. Et c'est pour ça que moi, dans le fond, j'ai mis beaucoup d'efforts pour regarder l'abondance avec le QPCR. Puis j'ai regardé si c'est corrélé, l'abondance QPCR et l'abondance des OTU. Puis j'avais, des fois, ça ne l'est pas, mais moi, dans mon cas, ça l'était vraiment bien. Là. On avait une super bonne corrélation. Fait que j'ai Tes primers QPCR, c'était des primers universels? Oui, c'est ça. Puis, en effet, je trouvais que pour les endomycorhiziens, il faudrait qu'il y ait une amélioration dans les primers parce que j'ai dû pas en parler. Puis, donc, comme dans mon article, je me concentre sur les ectomycorhizes parce que c'est pas assez bon. Mais bon, je pense que ce que Génome Québec m'a dit, c'est que c'était bon, ce que j'ai eu comme résultat, mais que en ce moment, là, c'est un peu là qu'on est. Excellent. Merci beaucoup. Gabrielle, tu as une question? Ou pas? Gabrielle Boilard. Oui, vas-y. Oui, désolé, j'ai eu de la misère. Je me demandais juste par rapport aux résultats du carbone des champignons. Donc, vous autres, vous avez trouvé un ratio champignon-bactéries plus élevé lorsqu'il y avait aussi plus de carbone dans le sol. Si j'ai bien compris. C'est ça. Oui, le carbone dans le sol, là, il était. J'ai fait des modèles là, pour voir quelle variable était le plus reliée. Là, puis le carbone dans le sol, il était, il était quand même très important. Ce n'est pas le meilleur modèle, là, mais il était juste en arrière. Fait que c'est vrai que quand il y avait plus de carbone dans le sol, le ratio champignon-bactéries était plus élevé. Et est-ce que tu as aussi observé quelque chose avec les mycorhizes ou en lien avec vous? Ben oui, là, c'est que dans le fond, les mycorhizes, eux autres, sont un petit peu plus dépendants du carbone dans le sol que ceux qui sont décomposeurs ou parasites et pathogènes. Fait que c'est vraiment eux qui répondaient le plus dans nos champignons au carbone dans le sol. Merci. Donc, je continue à vous inviter à poser des questions dans le chat ou à lever la main. Ma prochaine question est pour Xavier. Puis, je voulais que tu nous parles un peu plus de ton setup expérimental parce que tu nous parles de comment les communautés répondent à la fertilité, mais tes plantes sont toutes plantées en monoculture. Donc, qu'est-ce que tu penses que ça peut avoir comme impact sur tes résultats si, en fait, les plantes ne sont pas en interaction, sont vraiment juste dans des pots séparés? Hein? Oui, c'est ça. Ben, j'ai peut-être mal expliqué, j'ai passé vite là-dessus. Mais en gros, c'est vraiment un peu, je ne sais pas si vous vous rappelez, mettons, des concepts de niche de Hutchinson. La niche réalisée est fondamentale. Mais nous, c'est vraiment la niche fondamentale, donc en absence de compétition interspécifique. C'est pour ça qu'il y a des monocultures. Puis, tu sais, ces hypothèses-là de niche, c'est que sur le même point de la niche, les espèces auraient toutes une préférence optimale. Et nous, c'est vraiment sur cette hypothèse-là, un peu des hypothèses moins développées sur la niche partagée qu'on a développé là, notre concept de fertilité, mais c'est vraiment en monoculture parce que c'est juste pour après mettre un peu une valeur au concept de fertilité qui est assez utilisé là, en écologie fonctionnelle. Mais c'est sûr que
Après, est-ce que la valeur normale, la valeur de fertilité généralisée, est-ce qu'elle représente bien la productivité primaire nette des communautés? Laurent Daoul l'a testé, il voyait qu'il y avait une très bonne corrélation, meilleure qu'avec les flux de nutriments. Donc, c'était assez encourageant pour les communautés, mais on essaie un peu de mettre cette valeur-là de fertilité en lien avec des traits, d'autres choses, mais c'est vraiment, elle est développée expérimentalement en monoculture parce que c'est vraiment le concept de niche fondamental qu'on veut et non la niche réalisée. Est-ce que tu penses que parmi tes prochains axes de la dimension de la fertilité, tes prochaines dimensions de la fertilité, tu penses qu'il y en aurait qui seraient dues aux interactions biotiques? Tu sais, là, tu as entendu parler là, de Marie-Ève, puis de notre troisième présentateur, des interactions avec les bactéries champignons. Est-ce que tu penses que tes sols, il y en a aussi qu'à travers le pH, favorisent certains types d'interactions qui pourraient aussi expliquer une partie des effets fertilité? Oui, en fait, c'est ça, je suis en train de me poser vraiment cette question-là parce que moi, je fais l'expérience sur des plantules, OK? Mais des fois, ces interactions-là, mycorhize, symbiose avec rhizobium, comme tu l'as dit, sont dépendantes du pH du sol ou de d'autres conditions du sol, mais peuvent aussi être dépendantes du stade ontologique de l'espèce, c'est-à-dire à quel point que l'espèce a grandi et qu'elle peut justement interagir avec ces organismes-là. Fait que je pense qu'une grosse prochaine étape, ça va être d'essayer des expériences sur une plus longue période de croissance, là. On va être capable de voir justement ces interactions-là que peut-être que moi, je ne vois pas, mais notre gradient il est quand même composé de plusieurs sols. 25 sols, il y a quand même des sols limités en azote, en phosphore. Puis on voit vraiment que les espèces mycorhizées ne réagissent pas différemment des autres. C'est pareil avec l'espèce Melilotus albus qui fait une symbiose avec Rhizobium. On ne voit pas qu'elle réagit vraiment différent, là. Mais c'est un peu ce que je m'aurais attendu plus, mais on ne les voit pas, ces effets-là. Peut-être le stade, peut-être le gradient, il n'est pas assez gros à voir. Intéressant. Merci beaucoup, Xavier. My next question is for you, Sang-Gyun. Are you hearing me well? Yes, here I am. Yeah, excellent. So I don't know if you got to see Marie-Ève's presentation at the beginning, but she had some results that were opposite to your findings. And I thought it was really interesting because she showed that when the forest was most perturbed, it decreased the abundance of fungi, and then you found the opposite. Well, it wasn't abundance, it was diversity. So what do you think about that? Do you think it is a Sweden compared to Quebec's temperate forests, or is it because of diversity? You really had an extensive study of soil fungi, so. Yes, we are also very surprised about the result of diversity. But still, in terms of composition, continuous cover maintained. But actually, in our clear felling sites, they had like artificial regeneration, like they planted with another species. I think maybe, I mean, in our old study sites were mainly Norway spruce dominated, but in two or four sites in Clearfell, they were replanting with Scotch pine. Yeah. So I guess the new host species attract other kind of fungal diversity. That's why the diversity was a little bit, it was opposite. Interesting. Yeah. And do you remember what type of marker you used for the sequencing? We used something like uncommon primer. Developed by our collaborators. It's like GIAT7. Very interesting, because you know, the ITS is the one we use most often, and then there's another one that has been developed for endomycorrhizae. But if you have developed a third one, it would be really interesting to hear more about. Okay. Excellent. Yeah. But it was done by 454 back then. Yeah. Yeah. Excellent. Thank you for sharing. I can just add that you work on diversity, and I was with the result of
qPCR for abundance of fungi. So it's quite different because for me, when I calculate the diversity of fungi, I didn't have so much difference, but the abundance was quite different, and it was soil fungi. So it's not so different. And I compare my result to a lot of result in boreal forest where you have more data about that. And I find some very similar pattern, but you have to look at this abundance or diversity, it's not the same. Yeah. In our study, we focused on the diversity. Yeah, I think that's the difference between. Excellent, thank you very much. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Est-ce que vous avez des questions? Gabriel, est-ce que tu as encore ta main levée ou tu voulais poser une autre question? J'avais une autre question pour Maria. Excellent. Puis, juste en lien avec l'étude de la dernière présentation et celle de Maria, il y avait aussi le pH qui avait une relation différente là, avec la foresterie. En fait. Il semblait que plus que c'était perturbé, ça affectait le pH à la hausse, à la baisse, je pense, dans l'étude de Maria, puis à la hausse dans l'autre étude. Mais bref, pour la question que j'avais, c'est que pour Maria, c'est qu'on voyait qu'avec le temps, les paramètres que vous avez évalués semblaient revenir vers les paramètres des forêts qui étaient intouchés. Puis je me demandais s'il y avait comme un nombre d'années environ qui pouvait permettre de revenir à l'état initial, là, intouché. Puis, si ce laps de temps-là entre, si c'est le cas, est-ce que le laps de temps, le nombre d'années où les paramètres ont été différents, c'est suffisant pour avoir un effet sur la séquestration du carbone? Parce que de ce que je comprends, c'était les paramètres que vous avez regardés, c'était principalement ceux qui pouvaient avoir un effet sur la séquestration du carbone. Ben, premièrement, avec le pH, là, les sols de forêt boréale, ils sont plus acides. Donc, eux, dans le fond, plus tu augmentes le pH, des fois mieux c'est. Tandis que dans les forêts tempérées, moi, mes forêts, là, il y avait des pH très, très basiques. C'était des 5 pas quelque chose. Là. Donc, nous, c'est l'inverse. Mais ça a été vu dans plein d'études. Fait l'effet du pH, il est vraiment dépendant de ton biome. Fait qu'en forêt tempérée, il ne faut pas que tu compares l'effet du pH avec forêt boréale. Là, eux, ils partent à 3, nous, on part à 5, là, puis on se rejoint quelque part dans le milieu, là, mais c'est ça. Fait que, premièrement, c'est ça. Deuxièmement, ben, j'ai essayé de l'évaluer, le temps, puis j'ai regardé plein d'affaires. Tu sais, ça, c'est mon chapitre 4. Moi, je travaillais principalement sur la diversité des plantes, puis en tout cas, les paramètres du sol aussi. 30 ans après coupe de jardinage où tu n'as pas trop perturbé le sol et tout, c'est ce qui s'approche le plus des vieilles forêts. Mais il y a toujours un gap, parfois de 15, 20, 30 %. Ça dépend des variables que tu regardes. Donc, malheureusement, là, pour bien faire, selon moi, là, pour le sol, là, il faudrait attendre plus que 40 ans avant de revenir faire un jardinage. Fait que... Puis pour le bois mort, ça ne revient pas. Il y a des variables qui ne reviennent pas. Fait que, en tout cas, du moins, il faut au moins attendre 30 ans. Ça, c'est sûr. Puis je ne l'ai pas mesuré, moi, parce que je n'ai pas le temps. Mais ce serait vraiment intéressant de le regarder. Puis pour les forêts avec coupe totale, ben, ça aurait été super intéressant d'avoir 90 ans après coupe, voir à quel point on est revenu proche. Mais ça, je ne l'avais pas non plus. Mais je pense qu'il faut attendre un petit peu plus longtemps. Notre sol, j'ai fait une expérience en serre où on simulait des rotations, là, puis l'effet s'accumule dans le temps. Fait que on n'attend pas assez, à mon sens. En tout cas, pour les champignons, les bactéries, puis le sol, puis les plantes de sous-bois, la diversité, on n'attend pas assez. Merci beaucoup. Merci Marie-Ève. Merci Gabriel pour l'excellente question. Moi, j'en avais une autre pour Xavier. J'aurais aimé ça que tu nous parles. Pourquoi le blé, il y avait un NA pour l'indice de fertilité de peu fertile à très fertile pour les sols? Oui, c'est parce que c'est des indices d'Ellenberg qui sont des indices subjectifs d'habitat. C'est des vieux botanistes qui se sont promenés en Europe et qui ont fait mettons, l'ortie, c'est typique des milieux très riches, donc je donne un 9.
telle autre plante, je donne tel nombre. Fait que le blé, vu que c'est une espèce agronomique, on le retrouve pas vraiment, là, fait qu'il n'y a pas d'indice pour lui, mais c'est une plante assez typique de milieu fertile puisqu'on la cultive. D'habitude, les plantes agronomiques ont des bonnes, ont pas mal besoin de beaucoup de nutriments. Là. Ouais. Excellent, merci. Peut-être une autre question pour Marie-Ève. Ma question, c'était, sais-tu quelle proportion de tes champignons t'avais pas d'assignation, pour lequel tu n'avais pas d'assignation de, comment tu as appelé ça, des modes trophiques? Oui, donc, c'est pour ça que j'ai fait proportion des champignons, là, et c'était à peu près 50%. Que il n'était pas assez sur les... j'avais à peu près 700 champignons, là, et il fallait que ce soit assez bien. Des fois, j'avais une assignation, mais c'était pour la famille, tout ça, tu ne peux pas être sûr du mode trophique, il y en a plein. Puis en plus, avec les modes trophiques, c'est spécial parce que le même champignon a plusieurs modes trophiques au cours de sa vie. Fait que j'ai vraiment appliqué proportion et tout, là. Et puis c'est ça, j'avais à peu près ça, là, 50%. C'était fungal, là, de ce qu'on utilise, là. Moi, je dirais que l'abondance de champignons, l'abondance de bactéries, c'est des résultats que je suis très solide, tu sais, que c'est vraiment par QPCR, on avait des super bons réplicas, tu sais. Quand on parle des guildes trophiques, c'est plus exploratoire. Ça donne une idée, mais il faut y aller en proportion parce que c'est pas encore parfait, l'assignement taxonomique. Des fois, j'ai dû m'arrêter à l'ordre, tu sais, on est assez documenté, mais tu sais, sauf qu'on voit quand même l'augmentation des pathogènes, là, par exemple, et des parasites. J'ai comparé, puis en forêt boréale, ils ont la même affaire, puis c'est avec la même méthode. Fait que ça a l'air d'être comme on peut voir des grandes tendances, mais le chiffre, je ne l'ai pas coupé au couteau parce qu'il manque d'un peu d'assurance méthodologique. Excellent, merci beaucoup. Je voulais peut-être sauter sur cette question-là, si tu me le permets, Isabelle. Oui. Je me demandais, Marie-Ève, justement, tes regroupements en guilde, tu l'as dit, les champignons, c'est compliqué, ça profite à un moment donné, puis là, ils parasitent un peu, puis là, Est-ce que tu penses qu'une approche fonctionnelle pourrait marcher? C'est-à-dire que tu regardes juste les traits, puis ces traits-là t'indiquent que ces champignons-là sont de même parce que tu as mesuré. Puis est-ce que tu penses que tu aurais des meilleurs résultats si cette approche-là existe qu'avec les indices plus subjectifs de guilde? Est-ce que ça existe? Parce que moi, quand je regardais les guildes, c'est connu. Fait qu'avec le travail de Nguyen, en tout cas, on peut assigner des guildes pathogènes de plantes, nanana. Les traits, je pense qu'on l'a peut-être. Je pense qu'il faudrait y aller un pour un et faire de la recherche. Là. Je ne suis pas sûre qu'il y a qui existe, peut-être, là, mais qui existe une plateforme où on a les traits comme pour les plantes. Là. Je l'ai fait avec les plantes, l'approche fonctionnelle, et ça a donné des trucs très intéressants. Mais les champignons, moi, je ne l'ai pas trouvé, ça. Au début, je voulais le faire, mais je n'ai pas trouvé ça. Fait que j'ai dû m'arrêter au guild, là, puis et puis il faut que je finisse. Oui, c'était purement par curiosité. Là. Je me doutais bien que l'approche était moins développée pour les champignons, mais en tout cas, je ne savais pas trop. Merci pour ta réponse. It relates to a final question for you, Sang-Kyun. So you've done a lot of work with fungi in Sweden. Is it the subject of your project too here in Quebec? Are you doing this whole characterization of the fruiting bodies and the diversity in the soil for fungi here? Yeah, actually, my PhD project is one of my PhD project is continuing this metagenomics. But in here in Quebec, I will also include bacteria, soil bacteria and soil fungi, and trying to identify some species that contributing seedling growth. So maybe I can use it as a fertilizer later. Excellent. Yes. Thank you very much. Merci tout le monde. Je pense que ça conclut la séance. Donc, félicitations Marie-Ève, Xavier, Sang-Kyun pour les excellentes présentations. Thank you so much for giving great presentation. We can all give you applause. On vous applaudit tous les trois. Merci d'avoir participé. C'était très agréable. Puis, je vous souhaite beaucoup de succès dans le futur.
a lot of success in the future to all of you.